Il a été à la tête d'un des principaux syndicats français, la CGT. Aujourd'hui, Thierry Lepan s'est lancé dans un nouveau combat, la lutte contre l'illettrisme. Il est délégué interministériel à la langue française pour la cohésion sociale. Bonsoir Thierry Lepan. Bonsoir. Voilà, c'est votre titre exact. Hein, je ne me suis pas trompée. Alors, avant de revenir sur votre nouveau combat à l'illettrisme, on a appris ce week-end la mort d'une figure de la CGT, Louis Vianney. Est-ce que sa disparition marque la fin d'une certaine époque pour le syndicalisme français ? L'époque de Louis Vianney a disparu il y a quelques années déjà. Il a été pendant 7 ans secrétaire général de la CGT, puis avant secrétaire général de sa fédération qui était à l'époque les PTT. Et depuis, nous en sommes au 3e secrétaire général. C'est un homme qui a marqué l'histoire de la CGT, mais plus globalement, je pense sincèrement, l'histoire sociale de notre pays. Il a été au cœur d'une refondation de notre confédération. Il a essayé d'y apporter des idées nouvelles. Certaines ont été jugées comme étant intéressantes, d'autres moins. Les historiens devront dire quelle a été la part de Louis Vianney dans la construction du syndicalisme tel qu'il est aujourd'hui. Oui, c'est l'homme qui a mené les grandes grèves de 1995 face à Alain Juppé. Aujourd'hui, on sent que la CGT peine à mobiliser. On l'a vu encore ces temps-ci avec la réforme du Code du travail. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, moi je ne suis pas en situation d'expliquer ce qui se passe dans la CGT. Ce que je remarque, c'est qu'il y a un décalage grandissant entre l'aspiration des salariés à vouloir dire leurs mots, à vouloir s'occuper de leurs affaires, et la manière dont ils sont organisés ou divisés sur le terrain social. On voit bien que le fait que les syndicats ne soient pas unis pèse sur le moral des salariés, et que sans doute les questions stratégiques ne sont plus ou ne sont pas suffisamment débattues dans les différentes organisations. Est-ce qu'ils ont pris aussi le tournant numérique, l'arrivée des auto-entrepreneurs, cette ubérisation de la société ? Il y a un nouveau salariat, voilà. Il y a un nouveau salariat qui émerge. Beaucoup contestent d'ailleurs le fait que ce soit un salariat, puisque ce sont des auto-entrepreneurs. Il faut que le syndicalisme, en règle générale, en tout cas c'est mon point de vue, à la place que j'occupe aujourd'hui, il faut que les syndicats de salariés repensent ce que peut être une définition du salariat et donc de l'organisation de ces salariés eux-mêmes. Alors aujourd'hui, vous avez un nouveau combat, enfin pas si nouveau que ça, hein, c'est la lutte contre l'illettrisme. Justement, c'est en étant auprès des travailleurs, des salariés que vous avez découvert l'ampleur du phénomène, car pour vous, il y a vraiment un phénomène très important. Alors moi, je l'ai vécu d'abord dans mon enfance, puisque j'ai été victime de situation d'illettrisme. J'ai appris à lire et à écrire correctement tardivement. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé au Conseil économique et social régional sur un rapport sur l'illettrisme en Basse-Normandie, il y a ça 25 ans maintenant. Après, j'ai vécu les drames Moulinex avec ces licenciements massifs, ce 11 septembre 2001, où tout le monde a été licencié le même jour, à la même heure, pratiquement 3000 salariés. Et là, j'ai découvert que dans les gens à qui il fallait proposer une formation, un reclassement, il y avait beaucoup trop de gens qui étaient en situation d'illettrisme. Et parfois même des collègues de travail, des militants syndicaux, dont on n'aurait jamais imaginé qu'ils puissent être en difficulté avec la lecture et l'écriture. Et au moment du bilan, on se rend compte qu'ils sont en situation d'illettrisme. C'est l'exemple qu'on a connu ces dernières années, avec cette fameuse phrase d'Emmanuel Macron en disant « les illettrés de Gade ». Voilà. Ce qui avait été très mal pris à l'époque. Sur la forme, oui. Sur le fond, je pense qu'il avait raison. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui ont été embauchés avec une qualification, souvent avec un diplôme de niveau 4, un CAP, un diplôme de niveau 5, un BEP, et ils se sont retrouvés 7, 8, 10 ans, 12 ans, 15 ans après, leur première tâche au travail, ils se sont retrouvés en situation d'illettrisme. Ça veut dire que si on peut apprendre, on peut aussi désapprendre. Voilà. Et c'est sur ces phénomènes-là qu'il faut que nous puissions travailler. Je rappelle quand même qu'un salarié sur 2 est en situation d'illettrisme. C'est-à-dire qu'en fait, sur les 3 millions de salariés concernés aujourd'hui par l'illettrisme en France et en métropole, 1 sur 2 est dans l'emploi. Oui, vous avez publié d'ailleurs un rapport, enfin vous avez rendu un rapport en 2016, vous vous rappelez qu'il y a 2,5 millions de Français en situation d'illettrisme dans l'Hexagone, 500 000 de plus dans les DOM-TOM. Votre priorité aujourd'hui justement c'est de tabler sur les entreprises pour qu'il y ait cette veille, cette alerte sur l'illettrisme, ou c'est les pouvoirs publics? Comment vous voyez ce plan ? Il faut que nous soyons partout. Et c'est pour ça que j'ai employé cette formule, il faut en faire une affaire d'État. Et il faut d'abord que dans les entreprises, on fasse en sorte que les gens qui ont appris ne puissent pas les apprendre. Voilà. Ça veut dire qu'il faut lever le tabou et mettre en place des mesures particulières, à la fois de détection, mais aussi d'action.
si on détecte et qu'on n'agit pas, ça ne sert à rien. On enfonce les gens dans leurs difficultés. Voilà. Donc il faut vraiment faire en sorte que dans les entreprises, il puisse y avoir détection, action. Ensuite, il y a tout le monde associatif qui œuvre au quotidien, en lien d'ailleurs avec, et sous les conseils de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui produit des éléments pour que nous puissions agir au plus près de là où se trouvent les gens. Alors il y a dans les quartiers, parce qu'on pense beaucoup qu'il y a un lien entre les zones urbaines sensibles, par exemple, les quartiers populaires et l'illettrisme, mais il faut savoir, là aussi, et je fais tomber un tabou quand je le dis, que l'illettrisme, c'est un phénomène rural. Les gens qui ne savent pas lire et écrire n'habitent pas en majorité en ville, ils habitent dans les campagnes. Et donc il faut aller à leur rencontre et les aider à faire en sorte que ce qu'ils ont appris, ils puissent le garder, et quand ils l'ont perdu, qu'on puisse réapprendre avec eux. Alors comment vous allez faire? Est-ce que concrètement cette agence, est-ce que c'est une nouvelle agence? Il y en a une qui existait déjà, maintenant elle est refondée. Comment vous allez faire concrètement? Est-ce que vous allez pouvoir avoir des formateurs, des éducateurs, des relais? Mon ambition, c'est d'avoir sur chacun des sujets une politique cohérente, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui dans notre pays. C'est pour ça que je veux coordonner l'activité sur ces questions-là d'une dizaine de ministres. C'est dire si le sujet est pris avec l'importance nécessaire par les premiers ministres que j'ai rencontrés sur l'ensemble de ces politiques publiques. Alors il va falloir à la fois avoir un plan national d'action avec 3, 4, 5 grandes idées, et notamment travailler avec le monde associatif qui fait beaucoup. Et puis il va falloir avoir des plans établis dans les régions avec les acteurs eux-mêmes, parce que notre pays ne vit pas ces questions-là de la même façon, suivant qu'on soit au-dessus de la Loire ou en dessous de la Loire. Et c'est encore pire quand on regarde la métropole et quand on regarde les Outre-mer. Mais ce n'est pas la première fois que la France se lance dans un grand plan contre l'illettrisme. Ça fonctionne plus ou moins. Quels sont vos arguments pour convaincre Édouard Philippe, Emmanuel Macron de vous donner des fonds? Car c'est aussi une histoire de fonds. Tout à l'heure, dans la première partie, nous avions Sébastien Lyon, directeur d'UNICEF France, et il le disait, on a besoin d'éducateurs, on a besoin même de traducteurs. Simplement, voilà, après, il y a le nerf de la guerre, l'argent. Et oui, ça fait partie des discussions que nous avons en ce moment avec les différents ministères, avec le cabinet du Premier ministre. Si on veut avoir un plan digne de ce nom pour diminuer le taux d'illettrisme dans notre pays de moitié entre maintenant et 2025, il faut consacrer 50 millions par an en plus de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est à la fois une somme importante, mais quand on voit ce que coûte aujourd'hui l'illettrisme et ce que coûte cette fracture sociale qui nous menace, parce que quand les gens ne se parlent plus, ne s'écoutent plus, ils se tapent dessus. Et c'est ça qu'il faut éviter justement. Il faut réduire cette fracture linguistique qui prend naissance aussi dans les fractures sociales. Alors j'ai noté dans votre rapport, vous parlez d'une diaspora francophilophone, ce qui doit parler à nos téléspectateurs notamment. Quel peut être le rôle de cette diaspora pour le rayonnement de la langue française? Qu'est-ce que vous attendez de cette diaspora? Écoutez, j'ai repris le titre d'un chapitre du rapport de Jacques Attali, qui a beaucoup travaillé sur la question. Il y a 57 dans ce rapport recommandations. Toutes ces recommandations se tiennent. Il faut qu'il y ait une mobilisation de toutes celles et tous ceux qui peuvent agir là où ils sont. C'est vrai par exemple dans les départements et territoires d'outre-mer. Il ne faut pas considérer de nos métropoles qu'on puisse avoir un regard atypique sur ces Françaises et ces Français qui vivent à l'autre bout du monde. Il faut que nous puissions avoir une mobilisation de l'ensemble des acteurs pour réussir sur chaque partie du territoire à avoir des plans d'action et des plans de mobilisation. Ils seront différents suivant les régions, mais il faut qu'il y ait un plan d'ensemble et une mobilisation de toutes celles et tous ceux qui sont en mesure d'aider à la fois à la compréhension mais en même temps à l'action. Alors il faut se mobiliser, mais est-ce que le plus compliqué, ce n'est pas de détecter en fait les personnes qui souffrent d'illettrisme? Parce qu'on évoquait tout à l'heure Emmanuel Macron qui parlait des illettrés de GAD. C'est compliqué, c'est une souffrance d'être illettré. Comment fait-on pour convaincre toutes ces personnes de se signaler? Il y a le signalement direct qui est extrêmement difficile. Parce que quand on est en situation d'illettrisme, on a des stratégies de contournement. En fait, on vit avec, quoi. Voilà. C'est l'exemple de la dame qui va à la poste, qui ne sait pas lire et écrire. Quand on lui demande de mettre reçu le temps, elle dit « j'ai oublié mes lunettes ». Voilà. C'est la dame qui est à Pôle emploi et puis qui va dire je vais en parler ce soir avec mon mari, donnez-moi les documents, parce qu'elle ne sait pas les remplir. Et donc il y a plein de stratégies de contournement qui sont extrêmement connues aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est passer de la détection à l'action. C'est-à-dire chaque fois qu'on rencontre quelqu'un en difficulté, il faut lui dire on va agir à tes côtés. Je prends un exemple.
On a aujourd'hui plusieurs milliers de personnes qui sont détectées dans le cadre des journées défense citoyenneté. Les garçons et les filles sont maintenant appelés aux journées de défense citoyenneté. Il en ressort environ 5% qui sont détectés comme étant en situation d'illettrisme. Il faut les prendre à ce moment-là. Il ne s'agit pas de leur mettre la main sur l'épaule pour leur dire on a vu que tu prenais ton crayon à l'envers. Ça ne sert à rien, ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il faut aussitôt leur dire mais on a une solution. Si tu veux être sur le marché du travail, il faut que tu rentres sur le marché de l'emploi. Si tu veux être sur le marché de l'emploi, il faut acquérir une qualification. Pour acquérir une qualification, il faut savoir lire et écrire. Voilà. C'est ce chemin-là qu'il faut faire ou refaire avec elle et avec eux. Et Thierry Lepont, vous évoquiez donc ce lien que vous voulez faire entre différents ministères. Donc on imagine que ça passera aussi par le ministère de l'Éducation, car l'illettrisme aussi, ça touche de jeunes élèves. Oui, il y a 5% des Françaises et des Français qui ont été scolarisés toute leur vie en France, qui sont nés en France et qui sortent du système scolaire en situation d'illettrisme. Ça veut dire que l'école, pour cette partie de la population, a échoué dans ses fonctions principales, apprendre à lire, à écrire et à compter. Alors il ne s'agit pas de taper à bras raccourcis sur le ministère de l'Éducation nationale, qu'en sort quand même 95% de gens qui savent lire et écrire. Mais ces 5%-là, on peut les détecter beaucoup plus tôt. Je discutais encore la semaine dernière avec des enseignants de français qui me disaient à 3, 4, 5 ans, on peut déjà mettre le pouce sur l'enfant, c'est son expression, cette maîtresse, le pouce sur l'enfant, sur celui qui ne saura peut-être pas demain lire et écrire, voilà, qui est déjà en immense difficulté. Si on fait passer les enfants de classe en classe comme ça, jusqu'à ce qu'ils sortent du système scolaire, on les retrouve à la fin du système scolaire ne sachant pas lire et écrire. Ça veut dire que détection-action, c'est vrai pour les adultes, mais c'est aussi vrai pour les enfants, et c'est pour ça que je pense que le fait de dédoubler les classes primaires dans notre pays aujourd'hui, c'est une idée qui certes n'est pas nouvelle. Luc Ferry l'avait déjà mise en place dans une partie de notre pays, je crois que c'est dans l'est de la France. Mais c'est une idée qu'aujourd'hui qui prend chemin, qui s'enracine dans le paysage de l'éducation nationale, et on aura dans quelques années la vérité des chiffres. On verra si ces efforts ont produit des effets, ce que moi personnellement je ne doute pas. Merci Thierry Lepont d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Donc on a bien vu que vous étiez enthousiaste, mais vous devez trouver 50 millions d'euros. On va essayer de les trouver. Eh bien, je vous souhaite de les trouver. Merci beaucoup.